Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la DSN pour la fonction publique. Je suis Didier Kuhn, je travaille au groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales et je vais vous faire la présentation de ce petit support. L'outil sur lequel vous êtes connecté vous permet de poser des questions. On n'a pas le chat en direct, mais on va pouvoir y répondre. Je suis accompagné dans cette présentation par l'animateur du comité régional qui a lancé les invitations, David Lasnoret, qui est de la MSA. Nous avons aussi avec nous un représentant de l'assurance maladie qui peut éventuellement répondre aux différentes demandes que vous allez avoir. Et puis une représentante du centre de gestion, d'un centre de gestion qui, vous savez, sont des organismes qui peuvent effectivement intervenir et connaissent et ont aujourd'hui une bonne connaissance de la déclaration sociale nominative. Donc, ce sont de bons témoins aussi si vous avez des questions précises. Les questions que vous allez poser sont enregistrées, donc si j'ai la possibilité de le faire, je vais y répondre pendant la présentation. De toute façon, même si je ne peux pas y répondre parce que je ne les vois pas, ou si je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas la réponse, on vous fera bien évidemment un retour par mail, puisqu'on a les adresses mail, et si vous posez une question, on saura qui l'a posée. Sur la petite colonne centrale, entre les questions, à côté de la colonne questions, vous avez un petit onglet sondage, dans lequel j'ai déjà posté un premier sondage qui vous demande si vous connaissez la déclaration sociale nominative, et ensuite le second que je publie tout de suite qui va nous permettre de savoir la date à laquelle vous pensez devoir rentrer dans le système de la déclaration sociale nominative. Voilà, les deux sondages sont en place. Je vous invite à y répondre pendant les 3 secondes qui ont pour que je puisse installer et démarrer ce support. Dans le même temps, moi, je vais couper ma caméra pour avoir un maximum de bandes passantes disponibles pour le son et pour la présentation, mais je vous retrouve d'ici une 40-45 minutes maximum pour répondre à quelques questions en direct si vous le souhaitez, ou simplement pour vous souhaiter une bonne fin de journée et vous inviter en début d'année 2021, puisque nous allons rééditer ce type d'opération avec un webinaire qui sera, lui, plus expertise et qui va répondre à des questions beaucoup plus techniques et pratiques que la présentation que je démarre dès maintenant. Donc, je coupe ma caméra, je vous retrouve tout à l'heure. S'il y a le moindre problème technique, vous n'hésitez pas, vous passez par l'onglet questions et vous l'indiquez dans les questions que je puisse essayer de le régler. Alors, je coupe la caméra et je mets en avant la présentation. Voilà, cette présentation va se dérouler en 3 parties. Les généralités sur la DSN, le dispositif particulier pour la fonction publique, et puis surtout comment garantir une intégration dans le système, le système d'information de la DSN en 2021 ou en 2022. Et puis en conclusion, les questions que vous pourriez vous poser. Alors, qu'est-ce que la DSN? La DSN, c'est une mesure qui est portée par les pouvoirs publics. Elle est née de la loi du 22 mars 2012, qu'on appelle aussi la loi Warsmann. Elle a été reprise ensuite et précisée à l'intérieur du pacte de responsabilité et de solidarité de janvier 2014 et s'appuie sur un principe dont vous avez bien évidemment entendu parler, qui est le dites-le nous une fois, qui consiste à dire que quand une entité a transmis une donnée à une administration ou à un organisme de protection sociale, les autres doivent pouvoir y accéder, donc les autres organismes ou les autres administrations doivent pouvoir y accéder sans que les entreprises, les employeurs aient à renouveler. Et donc, on a supprimé toute une série de déclarations pour le remplacer par un flux qui est issu directement de la paye. Alors, ça répond à plusieurs enjeux. Le premier, c'était de simplifier les démarches. Donc, effectivement, vous allez voir, un certain nombre de déclarations sont remplacées et la déclaration sociale nominative devient le dernier acte de la paye. Ça sécurise les droits des agents
parce qu'effectivement, plus on a de déclarations, plus on a d'interventions humaines, plus on a de chances d'avoir des risques d'erreur, des risques d'anomalies, ou alors simplement des risques techniques qui font que les droits sont pas forcément attribués à la bonne personne au bon moment, dans les bonnes conditions. Fiabiliser les données sociales, ça répond exactement à la même chose, mais dans le versant technique, c'est-à-dire que vous n'avez plus à ressaisir des données. C'est quand vous faites la paye, le dernier acte de la paye, au moment où vous appuyez sur envoi pour valider la paye, vous pouvez, dans le même temps, si vous êtes dans un mode de transmission automatisé, envoyer le flux DSN, c'est un petit peu maladroit, mais ça n'est pas une déclaration en soi. C'est un flux informatique qui permet d'envoyer les éléments. Ensuite, on est censé optimiser les procédures, c'est-à-dire se rapprocher au maximum des habitudes de paye, des conditions de paye, et non pas simplement des attentes des différents organismes. Et on se retrouve avec, on peut s'appuyer sur la généralisation de la dématérialisation. Beaucoup de liens sont effectivement dématérialisés aujourd'hui. On peut lutter contre la fraude, c'est-à-dire que comme on a un suivi mensuel nominatif à partir du numéro de sécurité sociale, on peut savoir comment les choses peuvent se mettre en place. Et puis, on peut faciliter l'évaluation des politiques publiques. Jusque-là, on pouvait mettre entre 12 et 24 mois pour mesurer les effets de décisions qui étaient prises par le législateur ou par l'exécutif. Aujourd'hui, avec la DSN, on peut avoir le délai raccourci à moins de 2 mois, puisque par exemple pour les emplois francs ou pour certaines aides qui sont apportées, on peut très bien voir tout de suite avec le nombre d'embauches si c'est quelque chose qui se met en place effectivement. Au niveau des généralités, c'est un dispositif industriel. Je vous disais qu'on remplaçait les déclarations, on en remplace 26 déclarations et procédures déclaratives. C'est à destination d'une trentaine d'organismes de protection sociale qui sont derrière la DSN et qui bénéficient des données, de même que 330 organismes complémentaires qui eux aussi sont concernés pour une partie des données. C'est un outil qui est devenu incontournable pour les politiques publiques puisque c'est la déclaration sociale nominative qui a permis la mise en place du prélèvement à la source en 2019. Et alors que vous-même, vous n'étiez pas encore dans le système de la déclaration sociale nominative, vous avez eu la mise à disposition de l'outil Passero. Ça a permis la mise en place de la réforme des APL 2020 qui vont être directement impactés par les revenus et qui vont avoir un suivi beaucoup plus proche des aléas de la vie professionnelle de chacun et donc permettre de répondre beaucoup plus rapidement aux besoins d'aide de certains et puis d'être beaucoup plus rigoureux, c'est-à-dire de ne pas verser des sommes qui sont indues et d'avoir à les réclamer après et de mettre en difficulté ceux qui n'avaient pas imaginé effectivement qu'ils allaient devoir rembourser ces sommes. Et puis ça a permis aussi la création de nouveaux outils qui répondent à des demandes qui ont été portées par le législateur, comme l'obligation d'avoir un certain nombre de membres féminins dans les conseils d'administration, la nécessité d'évaluer les écarts salariales et de diminuer cet écart salarial avec cet indicateur égalité homme-femme, et puis aussi un autre indicateur sur les recours aux contrats courts qui permet effectivement de surtaxer certaines cotisations pour des entreprises qui, en dehors des habitudes, c'est-à-dire que quand on prend par exemple les entreprises de travail temporaire, bien évidemment, elles sont obligées d'avoir recours à des contrats courts, et d'autres entreprises qui ont une majorité de contrats courts alors qu'ils pourraient avoir des CDI, effectivement, le législateur a décidé qu'il pouvait y avoir une surtaxation de ces contrats. C'est un projet commun qui a été co-construit. Quand on dit co-construit, effectivement, le groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales dans lequel je travaille est en réalité chargé de gérer la mutualisation de ces données. C'est un organisme qui n'est pas à but lucratif, qui a pour mission d'organiser la simplification des déclarations sociales pour tous les employeurs. Et du coup, on s'est organisé autour des pratiques de paye. Donc pour ça, on a dû organiser des ateliers de travail avec des éditeurs, parce que ce sont eux qui vous fournissent les moyens de faire la paye, avec les employeurs qui sont auto-éditeurs, puisque certaines grosses administrations, certaines grosses collectivités sont leurs propres éditeurs de logiciels de paye. Et puis les déclarants qui sont représentés par la DGAFP
ou la DGOS pour la fonction publique hospitalière, et puis la Direction générale des collectivités locales et la DGFiP pour ceux qui sont dans le système de la paye fait par l'État. On a mis en place des instances de concertation et de pilotage qui se sont tenues et qui se tiennent toujours régulièrement avec la direction de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale, dont pour vous la Caisse de dépôt et consignation pour le régime de retraite CNRACL, RAF et IRCONTEC, et puis pour le prélèvement à la source, la DGFiP et les fédérations des organismes complémentaires. Ce petit schéma permet de décrire les étapes clés d'un bon démarrage. On doit déterminer le SIRET qui seront déclarés parce que la déclaration sociale nominative est en réalité à la maille déclarative du SIRET. Or, dans certaines collectivités territoriales, dans certaines organisations, on a plusieurs SIRET. Donc, la logique voudrait qu'il y ait autant de DSN que de SIRET, mais ça n'est que la logique. C'est pas du tout une pratique de paye. Donc, on conseille de choisir un SIRET. Et généralement, le SIRET choisi, c'est le SIRET de l'établissement qui gère la carrière et la paye des agents. Alors, c'est un travail à faire en amont, c'est un choix à faire en amont. On vous conseille de vérifier que, si vous ne le savez pas déjà, de vérifier que c'est effectivement un SIRET qui est déjà connu auprès de l'URSSAF comme étant un compte cotisant. Donc ça, c'est relativement simple, vous adressez à votre URSSAF et vous pouvez avoir cette validation de savoir si effectivement le SIRET que vous souhaitez déclarer, c'est un SIRET connu et que c'est un lieu de travail. Ensuite, on vous demande de vérifier les NIR de vos individus. On parle d'individus parce qu'en réalité, avec le système de la déclaration sociale nominative, on va suivre les personnes, la carrière des personnes, de leur premier jour d'activité jusqu'à leur dernier jour de vie. Et pendant toute cette période d'activité, ils peuvent avoir plusieurs statuts. Ils peuvent être fonctionnaires, ils peuvent être agents de l'administration publique, ils peuvent être salariés du régime général, salariés du régime agricole, travailleurs non salariés, gérants d'entreprise, enfin, tous ces statuts qui ne sont que des facettes différentes du même individu. Donc, on parle d'individu, c'est juste pour que ce soit le plus précis et le plus utilisable possible. On vous demande de les vérifier parce qu'on a besoin d'avoir 99% de SIRET, de NIR, certifiés à l'intérieur d'une déclaration sociale nominative. Pour les vérifier, vous allez voir, dans la page suivante, on a une série d'outils. Ensuite, on vous propose de vérifier vos fichiers avant de les adresser dans le système DSN, avec un outil DSN-Val qui en vérifie la forme et pas le contenu réel, mais savoir si, par exemple, là où on attend des chiffres, ce sont bien des chiffres, là où on attend des lettres, on attend bien des lettres, puis surtout, si tous les éléments qui sont attendus sont bien présents. Un autre DSN FWEC qui permet de gérer les fichiers de paramétrage. Et il est possible qu'à l'intérieur des contrats que vous avez, que ce soit avec des complémentaires, des supplémentaires ou d'autres organismes, vous ayez besoin de reparamétrer le logiciel de paye. Ces organismes proposent des fiches de paramétrage qui avec un système d'injection, vous permettent de paramétrer automatiquement le logiciel. Et puis, on vous demande de vérifier les comptes rendus métiers financiers et les comptes rendus métiers nominatifs. Les comptes rendus métiers financiers sont bien sûr l'adéquation entre ce qui est attendu, ce qui est déclaré et des contrôles de cohérence entre les éléments. Par exemple, 10 millions de salaires pour 2 salariés, ça va nous alerter. Et à l'identique, 2 millions de salariés pour 10 000 euros de salaire, ça va nous alerter aussi dans l'autre sens. Ce sont des contrôles de cohérence. Puis les comptes rendus métiers nominatifs, c'est cette capacité de dire effectivement pour une... ça y est, j'ai mon système qui s'énerve tout seul, qui permet de dire pour une personne si en tant qu'individu, on rencontre une difficulté, une anomalie ou un problème avec elle. Vous avez donc sur la page suivante un élément. Alors, le support, vous pouvez le télécharger. Vous avez juste en haut à droite, vous allez voir apparaître un petit nuage. Vous pouvez télécharger le support. Et de la même façon, à la fin du webinaire, le webinaire est enregistré. Vous pourrez effectivement le rejouer et voir comment vous allez pouvoir revenir sur des éléments qui vous intéressent. Et dans le fichier PDF que vous pourrez télécharger, vous allez voir que les petits liens qui sont dans les ressources à votre disposition dans la colonne gauche à droite sont actifs et vous amènent directement sur les fiches, puisque en fonction de tous les sujets,
on a créé ce qu'on appelle des fiches consignes qui sont numérotées et vous pouvez accéder à ces fiches consignes sur Net Entreprise ou sur DSN Info. Vous avez la fiche consigne, par exemple, 2058 qui vous permet d'identifier un établissement ou une entreprise pour un employeur relevant de la fonction publique. Et vous avez la page « Je vérifie les numéros de sécurité sociale de mes agents » qui vous permet de savoir si effectivement ils sont certifiés ou non. Alors, les éléments qui empêchent la certification ne sont pas des éléments qui empêchent l'identification. On peut très bien retrouver les personnes. Mais par exemple, vous pouvez avoir un agent dont le prénom est Roselyne, qui est inscrit à l'état civil avec un I et non pas un Y, mais qui vous, au moment de l'inscription et au moment où vous avez créé sa fiche salariée dans votre logiciel, vous l'avez inscrite comme quasiment toutes les Roselines avec un Y, eh ben, on ne peut pas certifier son NIR parce que les deux prénoms ont un orthographe différent. Alors bon, bien évidemment, le NIR est avec le nom de naissance. Vous pouvez très bien avoir enregistré cette personne dans vos fichiers avec son nom de femme mariée si elle est mariée. Et du coup, les deux noms sont différents. Voilà, tout ça, ce sont des petits éléments. Alors, on peut retrouver la personne, on sait que c'est elle, il n'y a aucun souci. Par contre, on n'a pas de certification, on a besoin que les NIR soient certifiés. Donc, tous les petits liens que vous voyez sur la droite, pour accéder, par exemple, à la page DSN Val ou à la page DSN FPOC, sont des éléments qui vous permettent de revenir de façon plus précise sur les sujets que nous abordons. Point d'attention énorme ici, à ce niveau. On vous dit que l'entrée en DSN ne peut se faire que le 1er janvier de l'année, à aucun autre moment, parce que la DSN emporte le prélèvement à la source, et que le prélèvement à la source a besoin d'être fait dès le 1er mois de l'année. Alors, comment transmettre la DSN? Deux méthodes. La première, c'est la plus usitée dans le régime général aujourd'hui. Il y a près de 86% de personnes qui l'utilisent, d'entreprises qui l'utilisent, c'est le mode qu'on appelle API, c'est une interface applicative. C'est en réalité un mode machine to machine, c'est une transmission automatisée entre votre logiciel de paye et le système d'information DSN sur lequel vous êtes connecté par une inscription à Net Entreprise, l'adhésion à la DSN et le lien qui vous permet de faire cet accrochage. Au niveau des outils de paramétrage de votre logiciel, vous allez pouvoir aussi trouver comment le faire. Ou le second mode, qui est un mode posté, upload, c'est-à-dire que votre logiciel crée un fichier, ce fichier est enregistré sur votre disque dur, vous vous connectez à Net Entreprise, vous accédez à votre support, et à ce moment-là, vous avez effectivement la possibilité de le déposer, et vous avez donc en dessous la petite fiche, un petit rendez-vous sur un MOOC, c'est-à-dire sur un petit applicatif automatisé, sur la DSN pour la fonction publique mode d'emploi, et puis sur celui du tableau de bord qui vous permet de découvrir cet outil qui est mis à votre disposition sur Net Entreprise. Deuxième élément important pour le système DSN, c'est sa temporalité. On a besoin d'avoir une photographie mensuelle des événements, des contrats ou de la situation de chacun des agents de votre organisation. Donc, on a deux échéances qui sont déjà les échéances que vous devez connaître, soit le 5, soit le 15, selon que vous êtes mensualisé ou que vous êtes au trimestre pour le versement des cotisations sociales. Alors, il est possible aujourd'hui de conserver le mode trimestriel, bien que le législateur ait décidé que tout le monde doive passer au mode mensuel, mais vous pouvez rester au niveau du paiement des cotisations en vous adressant à votre URSSAF, vous pouvez rester sur le rythme du trimestre, sachant que vous devez établir une DSN par mois. Les deux premières sont sans cotisation, sans paiement. Le troisième mois, effectivement, avec un paiement. C'est généralement la répartition entre les deux se fait à partir de 50 employés. Si vous avez plus ou moins de 50 employés, vous êtes dans un cas ou dans l'autre. Avant l'échéance, vous pouvez faire effectivement un dépôt jusqu'à un mois auparavant. Donc ça répond à la question, mais si je dois faire une déclaration tous les mois, comment je fais le mois où je dois partir en vacances? Ça peut être fait le lendemain de l'échéance du mois précédent. C'est-à-dire que quand vous avez une échéance au 5 juillet, le 6 juillet, vous pouvez déposer la DSN du mois d'août, celle que vous auriez dû déposer le 6 août, donc pour le mois
principale déclarée de juillet, vous pouvez, si c'est une paye simple, vous pouvez la déposer dès ce moment-là. Et effectivement, vous serez dans les clous et vous aurez rempli votre obligation déclarative. Après l'échéance, on ne peut plus faire de modifications sur le fichier, on ne peut plus faire une DSN annulée en place et on doit effectivement faire les modifications relatives à cette déclaration sur lesquelles vous avez soit un oubli, soit une erreur, soit une anomalie. Vous devrez le faire par le biais de bloc changement. Alors là, le système annulé en place, ça vous permet, quand vous faites votre DSN avant la date d'échéance, donc avant la veille de l'échéance, le 4 ou le 14, vous vous rendez compte qu'il y a un problème ou qu'il y a un événement qui est arrivé à un salarié qui impacte ses revenus, vous dites, bah, c'est idiot, je pourrais en tenir compte dès maintenant. Vous refaites une déclaration sociale nominative, vous la postez si vous êtes en mode upload, ou alors vous faites effectivement une transmission machine to machine. Ça écrase la précédente jusqu'à la date d'échéance. Toutes les DSN que vous publiez écrasent les précédentes. Alors, quand vous faites une DSN annulée en place, ça n'est pas une DSN qui emporte que les modifications. C'est une DSN complète que vous devez adresser. Et puis, petit élément important aussi, les déclarations tardives peuvent être susceptibles d'avoir des taxes et des pénalités importantes parce que l'obligation de transmission des données de manière dématérialisée mensuellement par le biais de la DSN est une obligation légale. Sur le système DSN, je vous fais ce petit support, cette petite slide qui vous fait un résumé. Donc, ça vous précise, la DSN, c'est une déclaration mensuelle qui porte sur le mois principal déclaré précédent, qui est établi à partir des données de paye. Donc, la DSN que vous allez poster le 5 février concerne le mois de janvier. Celle que vous posterez le 5 juillet concerne le mois de juin. Ça doit être effectué depuis le tableau de bord DSN en mode upload ou alors en transmission directe depuis votre logiciel, en machine to machine. On peut déposer une DSN jusqu'à sa date d'échéance à midi. Donc, c'est pas le soir à minuit, c'est le 5 à midi ou le 15 à midi. Et je vous invite à ne pas attendre la date d'échéance pour transmettre votre DSN. À partir du moment où vous la transmettez, on peut l'étudier techniquement, on peut vous faire un retour tout de suite si jamais il y a le moindre problème. Par exemple, une micro-coupure électrique ou un événement mécanique qui peut qui peut corrompre le fichier. Et à partir du moment où on a un doute sur la corruption éventuelle d'un fichier, on le refuse. Donc on vous dit tout de suite recommencez-le immédiatement. Alors deux règles importantes à ça. À chaque DSN, on vous demande de confirmer l'adresse mail du déclarant, parce que effectivement, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que si ça peut être un de vos collègues qui fait la DSN, un retour peut être très rapide. Il peut être fait dans le quart d'heure si on s'aperçoit qu'il y a une corruption ou qu'il y a un problème, et donc on alerte immédiatement sur la DSN, on alerte sur l'adresse mail qui a été transmise que le fichier est corrompu. D'ailleurs, vous avez juste en dessous des types d'anomalies et les contrôles qui se mettent en place. Donc, on a le contrôle bloquant qui refuse la DSN. Et si vous êtes au moment de l'échéance, eh ben, vous ne pourrez pas refaire la DSN et vous serez dans la situation de ne pas avoir rempli votre obligation légale avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Et puis, des contrôles non bloquants. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit effectivement, alors que la DSN est lisible, que tout correspond et qu'il n'y a pas de problème d'intégration des données, on peut s'apercevoir qu'il y a un problème, par exemple, en nombre de salariés, en montant de salaire, ou alors une partie qui n'est pas remplie ou mal remplie, ou un contrôle de cohérence entre deux éléments qui nous font dire qu'il y a un souci. Là, on vous remonte cette anomalie, mais on ne bloque pas la DSN, c'est-à-dire qu'on l'enregistre. Si c'est avant avant l'échéance, vous pouvez bien évidemment refaire une annulée en place en corrigeant cette anomalie, et ça nous parvient dans de bonnes conditions. Au niveau de la fonction publique, les transmissions se font avec 3 jours de délai pour les régimes qui sont gérés par la CDC, c'est-à-dire le 8 ou le 18. Et à partir de ce moment-là, vous aurez effectivement, au niveau du tableau de bord, la possibilité d'avoir accès à des retours métiers qui vous indiqueront s'il y a des anomalies ou pas qui sont identifiées dans le fichier. Sur les contrôles et sur les éléments de retour, à nouveau une petite slide avec les éléments et avec les fichiers qui vous donnent accès
aux fiches consignes, donc sur les comptes rendus métiers, sur le certificat de conformité, sur le bilan d'anomalie et sur le BIS, puisque dès que vous avez déposé une DSN, on vous fait un retour sur le bilan d'identification des salariés qui permet de savoir si vos salariés sont effectivement, les NIR sont certifiés ou si on identifie un problème et qu'on vous demande effectivement de le corriger. Ces retours sont mis à disposition sur le tableau de bord Net Entreprise ou alors ils sont remontés dans votre logiciel de paye si vous êtes en mode API, avec une particularité, on ne conserve au niveau du tableau de bord Net Entreprise que le dernier trimestre. Alors pas le dernier trimestre, janvier, février, mars ou avril, mai, juin, mais les 3 derniers mois, donc 3 mois au maximum de retour et de contenu, il est à la charge et vous le verrez si vous ne l'avez pas déjà fait dans la charte DSN qu'on vous demande de signer. On vous précise que l'archivage des données, l'archivage des retours est à la charge du déclarant. Le dispositif DSN pour la fonction publique, on revient sur l'élément phare. Ce qui nous occupe principalement en ce moment, c'est les dates d'entrée, puisque 3 jalons ont été décidés, 1er janvier 2020, malheureusement c'est bien trop tard, 1er janvier 2021, il faut vraiment être prêt dès maintenant pour pouvoir le faire efficacement au 1er janvier 2021, et puis 1er janvier 2022. Donc j'en profite pour regarder si certains d'entre vous ont répondu sur la date d'entrée, sur la connaissance de la date d'entrée, 1er janvier 2021. Oui, effectivement, il y en a un. Les autres l'ont pas fait. Donc, si vous avez 2 secondes, vous pouvez le faire. Comme ça, on va à la fin du webinaire savoir effectivement comment ça se met en place. Les dates d'entrée ont été, pour la fonction publique territoriale, ont été décidées en fonction du nombre d'agents et puis de certains types de collectivités. Par exemple, les régions, le département, les métropoles ont été censés rentrer en DSN 1er janvier 2020. 1er janvier 2022, ce sont les communes de moins de 100 agents. Pour déterminer le nombre d'agents et la date d'entrée en DSN, vous avez la nécessité de vous référer au CIRAN et non pas au CIRET, c'est pas l'établissement. Donc si par exemple vous avez une commune, une grosse commune, avec un CCAS qui est un CIRET qui est issu du même CIRAN. Dans le CCAS, vous avez 25 salariés, dans la commune, vous en avez 280. Le CIRAN vous fait rentrer au 1er janvier 2021 et le CIRET du CCAS, qui pourtant est à moins de 100 agents, doit rentrer au 1er janvier 2021 comme le CIRAN dont il dépend. Et donc, c'est à ce niveau-là que se définit la date d'entrée. Généralement, dans quasiment toutes les régions, et à part quelques cas bien particuliers, nos collègues des URSSAF ont pris contact par mail au minimum, voire des contacts directs quand c'était possible, avec toutes les collectivités territoriales qui sont attendues au 1er janvier 2021. Donc normalement, si vous êtes attendu au 1er janvier 2021, vous êtes déjà au courant et peut-être avez-vous déjà été contacté. Le dispositif, quand je vous disais tout à l'heure, ça pouvait remplacer 26 déclarations dès l'entrée en DSN, dès le premier mois. Ça vous remplace, puis c'est pour ça qu'il faut y rentrer au 1er janvier 2021, ça remplace la DATSU, vous n'avez plus à la transmettre. Ça remplace chaque mois la DUX, donc effectivement le système de cotisation et de calcul des cotisations étant intégré à la DSN, vous n'avez plus à faire de DUX. Et bien évidemment, surtout, vous ne faites plus de passereau parce que le pass est déjà inclus dans la DSN. Et si vous faites pour le même SIRET ou le même SIRAN et un pass et un passereau, vous aurez 2 prélèvements à la source. Et donc, effectivement, le double de prélevés par la DGFiP. Et ensuite, il faudra attendre de pouvoir les contacter, de faire une modification à l'intérieur de la DSN pour obtenir une déduction des montants qui ont été versés 2 fois. Élément important, la DATSU et la DUX disparaissent définitivement le 1er janvier 2022 et on n'aura plus moyen de les utiliser. Donc, il sera impératif pour tout le monde, tous les employeurs, d'être entrés dans la déclaration sociale nominative au 1er janvier 2022. Si vous avez des questions sur les déclarations qui sont remplacées, vous pouvez accéder aux petits liens qui sont en dessous pour la DATSU et la DUX et passeront. Vous avez des liens particuliers qui sont mis toujours sur le support que vous pourrez télécharger. Autre particularité de la fonction publique, les termes ne sont pas les mêmes que dans le régime général. Alors, la question s'est posée de faire une DSN régime général et une DSN,
pour la fonction publique. Dans les discussions qui ont été menées, il a été décidé de faire simplement un lexique et de garder les mêmes termes. C'est-à-dire qu'un agent public, dans la DSN, il est appelé un salarié. L'administration ou l'organisme public, ça s'appelle une entreprise ou un tiers déclarant. Le traitement qui est versé, ça s'appelle un salaire. Et notion importante, le contrat dans la DSN, en réalité, ça désigne la relation employeur-agent. Et vous allez voir que dans le cadre, par exemple, d'un détachement d'un agent, ou d'autres éléments, il est absolument important d'avoir cette notion de contrat avec une date de début, une date de fin. Donc, c'est la relation employeur-agent, mais ça s'appelle dans la DSN un contrat. D'autres spécificités, donc bien, je viens de vous parler de la notion de contrat. L'autre spécificité, c'est la déclaration des quotités de travail. Dans la DSN et pour le régime général, la quotité de travail, c'est mensuel. C'est au mois. Or, selon, dans certaines fonctions publiques et selon certains types de contrats, la quotité de travail, elle peut être en heures hebdomadaires. Et c'est prévu dans le statut, donc c'est une chose dont on devait tenir compte. Donc, on a rajouté dans la DSN, dans la norme de la DSN, des données spécifiques à la fonction publique et la quotité de travail en fait partie. Je vous parlais tout à l'heure de la gestion des détachements. Dans le cadre d'un détachement, le fonctionnaire détaché est lié à deux établissements, son établissement employeur d'origine et son établissement d'accueil dans lequel il est détaché. Dans le système DSN, on dit qu'effectivement, les modalités déclaratives doivent être différentes dans les deux établissements. On ne peut pas faire la même déclaration dans les deux cas. Mais les deux établissements doivent faire cette déclaration de façon à ce qu'on puisse suivre les droits de l'agent qui est détaché. Bien évidemment, un seul des établissements paye les cotisations sociales et ça, c'est défini en fonction du type de détachement et puis surtout en fonction de la fonction publique dont il relève. Ça peut être l'établissement d'origine ou l'établissement d'accueil. Et bien évidemment, on doit déclarer le détachement dans les établissements d'origine comme une suspension du contrat. Et là, vous voyez apparaître ces fameux codes que vous allez maintenant utiliser souvent, le S21G0065, qui correspond à une autre suspension de l'exécution du contrat. Si vous voulez plus d'informations, deux fiches consignes sont à votre disposition, la 2055 et la 2342, qui traitent du détachement et qui vous permettront d'avoir des réponses aux questions un peu plus précises que vous pourriez vous poser. On a démarré l'entrée en DSN de la fonction publique. On a une montée en charge qui est progressive. On a un peu plus de 1000 employeurs aujourd'hui de SIRET qui sont entrés en DSN au 1er janvier 2020. Pour un peu plus de 500 000 agents, on est même maintenant à 680 000 agents avec des éditeurs que vous connaissez peut-être déjà. Et d'une, parce que c'est sûrement l'un d'entre eux et le vôtre, mais parce que ce sont des noms que vous connaissez, Berger-Levrault, Exa Sopra, HR Software, JVF, Meristream, Cyril, Cosolus et GFI Progiciel. On attendait un certain nombre de sirens au 1er janvier 2020. 70% étaient au rendez-vous. Les absents principalement dans la fonction publique hospitalière. Et vous savez qu'avec le Ségur de la santé, certains accords ont été signés, certains délais supplémentaires ont été adoptés avec la crise sanitaire imposée par la Covid-19. Bien évidemment, les hôpitaux avaient des sujets extrêmement importants à gérer et à suivre, et la DSN paraissait bien futile à côté de ces problèmes à régler. Le mode d'entrée dans la DSN, on s'appuie sur une norme qui est millésimée. Donc chaque année, il y a une norme différente parce qu'il y a des modifications à l'intérieur du fichier de la DSN. Et dans le système d'entrée en DSN, on a une phase de pilote ou une phase de test. Vous voyez qu'en 2020, jusqu'en mois de septembre, on était dans des pilotes avec la norme 2020. Mais depuis septembre, on passe sur la norme 2021 parce qu'au 1er janvier 2021, les déclarations sociales nominatives qui seront transmises le seront à cette norme. Donc, quitte à faire des tests pour rentrer au 1er janvier 2021, on vous propose de les faire avec la norme 2021 dès maintenant. Donc, bien évidemment, quand on a à rentrer en 1er janvier 2022 jusqu'en septembre 2021,
les tests seront faits sur la norme 2021. Et puis, dès que la norme 2022 sera publiée, c'est-à-dire en septembre, vous aurez la possibilité de basculer et de faire des tests avec la norme 2022 qui, si ça se trouve, sera quasiment identique à celle de 2021. Ça ne veut pas dire qu'il y a des changements importants entre les deux. Quelquefois, ce sont juste des petites évolutions, mais à chaque fois que des patchs correctifs ou des ajouts qui apparaissent parce qu'ils ont été demandés par le législateur ou par les organismes de tutelle, eh ben, la norme enregistre ces changements et les met à disposition et vous pouvez commencer à travailler avec. Comment garantir l'entrée? C'est vraiment la question principale qui peut nous suivre aujourd'hui, enfin nous intéresser aujourd'hui, sachant que ce soit pour une entrée au 1er janvier 2021 ou au 1er janvier 2022, c'est la même. Pour tous les éditeurs, pour tous les employés et les éditeurs, on met à disposition des outils d'accompagnement que sont le portail du JPMDS et DSN Info, des sites internet des organismes de retraite complémentaires, la CNRACL, l'IRCONTEC, CARAF, et puis des mailings et des enquêtes pour alerter l'ensemble de ceux qui doivent utiliser la DSN dans les mois qui viennent. Ensuite, on a un accompagnement qui est spécifique. Si vous êtes employeur dans la phase pilote, toujours portail bien évidemment, des emailing avec des lettres d'information employeurs, des décryptages de certains points, et puis des actions terrain. Un suivi beaucoup plus proche des collectivités qui sont dans le pilote. On a un accompagnement qui est spécifique pour les employeurs, alors qu'elles soient, on parle de fenêtres, parce qu'on ne pouvait pas parler de jalons comme d'habitude, mais on parle de fenêtres. Donc, si vous devez entrer au 1er janvier 2021 ou 2022, toute une série d'outils, dont des emailing, dont des actions de terrain, mais là qui sont vraiment remises en cause avec le principe de confinement et de télétravail dû à la Covid-19, mais des sessions à distance, comme celle à laquelle vous assistez aujourd'hui, qui sont régulièrement organisées. On essaie de vous inviter pour pouvoir suivre ces présentations. Et puis, pour ce qui est des centres de gestion et des correspondants hospitaliers, une communication institutionnelle, mais spécifique pour eux, et puis des actions de terrain ou des actions spécialisées, puisque on a eu et on peut animer, à la demande des centres de gestion, des webinaires du type de celui que vous suivez aujourd'hui, mais destinés soit aux établissements pour lesquels le centre de gestion fait la paye et gère la partie paye, ou simplement quand un centre de gestion qui a une responsabilité d'information et de formation sur un territoire, donc sur un département, de l'ensemble des collectivités territoriales, va simplement les rassembler dans un webinaire ou une réunion à laquelle le JPMDS et les organismes de protection sociale, qui sont effectivement les URSSAF, les CEPAM, peuvent participer, peuvent venir, parce que la compétence métier qu'ils ont est absolument indispensable à la réussite de cette entrée en DSN. Et j'en profite juste aussi pour vous dire que ces avancées de dématérialisation ne suppriment pas le lien humain. Il est absolument indispensable de garder le lien humain et on s'y attache. Et que ce soit les URSSAF de Champagne-Ardenne ou que ce soit les différentes CEPAM, elles ont des territoires départementalisés, mais de la région, sont à votre disposition. Au niveau des CEPAM, vous avez des conseillers informatiques services qui sont à votre disposition pour vous renseigner sur les questions métiers qui leur sont propres, pour les URSSAF à l'identique, mais aussi pour vous aider à trouver les bons interlocuteurs, à identifier les bons supports, pour vous aider et que vous soyez le plus en sécurité possible, parce qu'on sait que la conduite de changement, ça impacte grandement la gestion des équipes et les modalités de travail. Alors en plus de ça, en plus de ce système humain et de tout ce collectif qui est à votre disposition, on a des outils. Le premier, c'est une base de connaissances qui s'appelle DSN Info, dans laquelle il y a toute une série de fiches consignes. La base de connaissances est tellement complète, tellement grosse, qu'on a décidé de faire des entrées spécifiques, que vous soyez une entreprise ou interdéclarant, et puis une entrée organisme public, administration. Quand vous entrez par ce biais-là, vous n'accédez qu'aux fiches consignes et qu'aux informations qui sont relatives à la fonction publique. On vous évite de vous perdre dans tous les autres. Quand vous êtes sur Net Entreprise, on vous propose, et moi je ne fais pas que vous proposez, je vous incite à le faire, je vous invite, je ne sais pas comment trouver un mot un peu plus fort que incitation ou invitation, mais je vous remercie d'ouvrir un espace personnel. Et dans cet espace personnel, vous allez pouvoir vous abonner à des fiches consignes.
L'exemple le plus souvent, que je cite le plus souvent, c'est les fiches consignes relatives aux notions d'effectifs. Quand nous avons démarré la DSN, il y avait 17 notions d'effectifs. Donc, si vous aviez une question sur comment je calcule tel type d'effectif, ou où est-ce que je trouve tel élément qu'on me demande relatif à tel effectif, vous aviez les 17 réponses qui étaient possibles. Et puis, le législateur, dans un décret de simplification en juillet 2019, a décidé qu'on passait de 17 à 2. Eh bien, si vous cherchez aujourd'hui une réponse sur la notion d'effectif et que vous continuez à vous connecter à l'ancienne fiche effectif sur lesquelles il y a les 17 notions, bah vous êtes sûr et certain d'être à côté de la bonne information. Si vous étiez abonné à la fiche effective parce que c'est un élément qui vous intéresse, au moment où on est passé de 17 à 2, vous auriez reçu un mail directement de DSN Info qui vous dirait attention, vous avez cherché des informations sur les notions d'effectifs, cette notion vient de changer, on vous invite à en prendre connaissance. Donc ça vous permet de rester tout le temps au plus près de la législation et au plus près des modifications qui sont mises en place dans le cadre du système de la DSN. Alors je sais que vous êtes habitués à suivre tous ces éléments-là. Je sais que le fait de faire la paye, c'est quelque chose qui est complexe, qui nécessite un grand professionnalisme. Et donc, effectivement, vous n'avez pas forcément le temps d'être attentif tout le temps à faire de la veille, à aller chercher tranquillement comment les choses se passent. Donc vraiment, ce système d'ouverture d'un compte d'un espace personnel et d'abonnement aux actualités et d'abonnement aux fiches consignes est vraiment un vrai plus qui va vous aider. À côté de ça, on a mis à disposition des choses un peu plus sympathiques, un peu plus faciles d'accès, que sont des MOOC et des vidéos, qui là sont basées sur des cas concrets de paye, du genre je dois déclarer un agent détaché, ou alors je dois réintégrer un agent qui n'est plus détaché. La fin du détachement vient d'arriver. Et donc on vous donne sur un petit applicatif ou alors avec une petite vidéo, puisqu'on a des experts du GIP qui ont répondu, qui répondent à des interviews et qui vous expliquent en direct comment faire les choses. On vous explique, on vous accompagne sur ce cas particulier. Donc, il y a toute une série d'éléments dans des MOOC sur une page YouTube avec des vidéos et sur la page des e-learning. Et vous avez sur cette diapositive, vous avez les deux liens, ce lien et ce lien. Alors, on aurait pu trouver des mots plus clairs pour vous le dire, mais bon, cliquez sur ce lien, au moins vous savez que c'est derrière que se trouvent ces accès. Pour le démarrage de la fonction publique, on a même été jusqu'à faire un guide de démarrage, mais pas un guide de démarrage qui est basé sur ce qu'on attend. Un guide de démarrage qui est basé sur ce que les pilotes de 2019 nous ont dit au regard des pratiques de paye de la fonction publique. Et on essaye de le faire. Alors, sur le régime général, il était plébiscité, ce guide de démarrage. Pour les collectivités territoriales ou les établissements publics qui ont accédé à celui de la fonction publique, il est de la même façon plébiscité parce qu'il répond à vos habitudes de paye. Il est fabriqué avec vos mots, il est fabriqué avec vos habitudes, il est fabriqué avec des cas bien particuliers et il répond à des techniques que nous n'avions même pas imaginées. Par exemple, on ne savait pas, ça a évolué depuis, on ne savait pas que les trésoreries, pour ceux qui ont confié la paye à la trésorerie, que les trésoreries vous demandaient pour le mois de mars de lui transmettre les éléments de paye à partir du 5 du mois de mars. C'est-à-dire que le mois c'est pas déroulé. Or, la DSN, on vous demande la DSN du mois de mars le 5 avril. Donc, une fois qu'on a pris conscience de cette dichotomie, de cette différence entre ce que nous on attendait et ce que vous faisiez, on est intervenu auprès de Bercy qui effectivement a acquiescé que la difficulté que vous pouviez rencontrer et il y a eu une instruction qui a été transmise au DGFiP en leur demandant, au niveau des trésoreries, donc, en leur demandant de vous donner un délai jusqu'au 20 du mois. C'est-à-dire que le salaire du mois de mars, la paye du mois de mars, on vous demande, on vous laisse jusqu'au 20 mars pour l'établir, ce qui est une avancée importante parce que dans la déclaration sociale nominative, qui est la photographie du mois de mars, on essaye de rentrer tous les éléments qui ont impacté la paye du mois de mars. Et pour que ces éléments impactent la paye, il faut qu'ils se soient produits. Donc, comme on essaye d'être le plus contemporain possible, on a ce décalage, mais ça a été issu de l'exemple de la paye, des choses qu'on n'aurait pas pu inventer de notre côté ou qu'on ne pouvait pas savoir parce que nous ne la faisons pas avec la complexité du métier que vous faites dont je vous parlais tout à l'heure, vous êtes les seuls à la posséder. Et puis il y a le lexique, parce qu'on a les quelques notions simples
même si elles sont générales, mais simples, le contrat, l'agent ou autre, vous avez un vrai lexique qui vous fait le lien entre les termes qui sont utilisés dans la DSN et les termes que vous utilisez dans les éléments de paye. Celui-là aussi bouge, parce qu'on voit apparaître effectivement de temps en temps, en fonction des périodes, en fonction des collectivités territoriales, en fonction des habitudes de paye, on voit apparaître des nouveaux termes, on met à jour le lexique. N'hésitez pas à aller sur DSN Info, à partir du lien, et vous allez voir que DSN Info, en réalité, est juste devant, maintenant depuis le début du mois. DSN Info est juste devant Net Entreprise. Vous y accédez sans vous identifier. Quand vous identifiez avec le triplet SIRET, mot de passe et nom, prénom, vous rentrez dans Net Entreprise et vous accédez effectivement au tableau de bord de la DSN, mais vous pouvez, à n'importe quel moment, sans avoir à vous identifier, accéder aux informations relatives à la déclaration sociale nominative. De la même façon, les outils qui sont mis à disposition par la CNRACL, le RAF et l'IRCANTEC, pour éviter d'avoir à les rechercher, on vous met les liens dans ce support. Vous avez derrière ces liens des rubriques spécifiques DSN, des supports pédagogiques, une FAQ, un agent virtuel intelligent. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de FAQ tout à l'heure, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui sont posées. Donc, soit je vous ai perdu, soit je suis particulièrement efficace et du coup, ça ne crée pas de questions de votre côté. Mais je vous informe qu'on mettra à disposition, puisqu'on le fait dans les 22 régions de France, ce type de webinaire, dans les 22 anciennes régions administratives de France. On va faire un FAQ de toutes les questions qui ont été posées, parce que peut-être que des questions qui ont été posées en Midi-Pyrénées, vous allez vous les poser vous dans 3 jours, où vous allez être confronté à ce problème-là, et du coup on vous mettra à disposition cette FAQ par thème, et du coup vous pourrez accéder à des réponses qui sont déjà portées à des questions que certains de vos collègues se sont déjà posées. Là on passe rapidement sur le suivi des pilotes, pour accéder directement au centre de gestion du Loiret qui est rentré dans le pilote en 2019, qui a démarré la DSN en réel 1er janvier 2020. Donc je pense que la personne du centre de gestion 10 qui est présente cet après-midi est déjà en DSN elle aussi. Donc la fiche d'identité du Loiret, mais on aurait pu vous mettre, vous, le centre de gestion local, on aurait pu prendre votre témoignage et vous mettre dedans. Dans le Loiret, donc ils émettent pour 48 collectivités, il y a 4 agents dans le service paye, ils le font pour 1500 agents. Et le logiciel qu'ils utilisent, c'est Carus. La préparation, ils ont donc démarré le pilote à l'été 2019. Ils étaient en contact direct avec l'éditeur. Ils ont eu une prise en main qui a été facilitée parce que l'éditeur avait préparé effectivement une procédure de configuration simplifiée. Ils ont quand même mis 6 mois de préparation. Alors, c'est particulier, un centre de gestion. Ils font la paye pour le centre de gestion, mais ils font aussi la paye pour des collectivités territoriales autres. Donc, ce qui veut dire que les éléments ne sont pas les mêmes. D'un côté, ils ont leur rôle de déclarant et de l'autre côté, ils ont un rôle de tiers déclarant. Ça nécessite 6 mois. On pense qu'en moyenne, on a besoin de 2 mois pour réussir à avoir un fichier dans un cas dans des cas de paye moyens, pas les plus simples c'est plus rapide, mais les cas de paye moyens, on a besoin de 2 mois pour se mettre en phase avec le système de la déclaration sociale nominative. Voilà, il faut 3 mois pour que les envois se fassent sans erreur, la configuration et autres, mais en même temps, on découvrait pour la fonction publique cette mise en place. Vous avez derrière 2 diapositives qui sont intéressantes. La première qui liste les chantiers, que ce soit en préparation technique et organisationnelle, donc par exemple définir le périmètre, et on en parlait tout à l'heure, la maille déclarative, quelle SIRET, mais aussi qui vous propose et qui vous invite à créer un vrai chef de projet pour suivre le projet, parce que c'est un vrai projet qui va impacter plusieurs équipes à l'intérieur de votre organisation. Les principales, ce sont les équipes RH et les équipes paye, puisque les deux sont impactées directement par la DSN, puisque les événements de la vie des contrats ou la vie du lien avec les agents, qui normalement est géré au niveau des RH, eh bien, ça doit rentrer dans les éléments de la paye, puisque c'est à déclarer chaque mois. Et puis, dans les points de vigilance, on vous propose d'être très attentif si vous avez une diversité de population qui est importante, parce que vous allez avoir plusieurs cas à régler et que le paramétrage est nécessaire à faire en amont. Et donc, effectivement, il faut, même si vous ne l'utilisez pas immédiatement, il faut identifier l'ensemble des cas pour pouvoir, au moment de la paye, les activer.
Il faut adopter le principe de la temporalité de la DSN qui est mensuelle, ce qui est différent de ce que vous aviez à faire jusque-là, et en même temps qui est aussi différent, ce que je vous ai tout à l'heure, de la transmission que vous faites auprès de la DGFiP, si c'est la DGFiP, si vous n'êtes que l'ordonnateur et que le faiseur de paye et le payeur, c'est la DGFiP. Et puis, on vous invite à prioriser les données, à tester et à mettre en place une stratégie progressive d'entrée en pilote. Bon, en réalité, là, pour 2021, c'est relativement en retard, mais c'est pas parce que vous seriez en retard que c'est trop tard. Il faut s'y mettre et s'adapter, et chaque cas particulier peut revêtir une forme différente. Et donc, on vous invite à y être attentif. Il y a aussi les chantiers, du coup, qui sont à planifier au plus tôt. Il y a la culturation, parce que quand on passe d'un système de paye et de déclaration à un système de suivi des données et de contrôle continu des données mensuellement, c'est fondamentalement différent. De la même façon, vous allez voir que la DSN impacte plusieurs droits, le droit du travail et le droit social, et puis le statut des agents, et que le croisement de toutes ces données doit être suivi au plus près. La mobilisation des équipes est nécessaire, la mise en conformité de la qualité des données. Alors là, c'est vraiment le point sur lequel je vous invite à être le plus attentif possible, parce que on aurait tendance à dire quand la paye est bonne, la DSN est bonne, puisque c'est la dernière étape. Mais en même temps, même si la paye est complexe à fabriquer, quand la DSN est bonne, quand la paye est bonne, il faut que les données soient les plus fiables et les plus contemporaines possibles, les plus proches de la réalité possible. Et cette mise en conformité, ce suivi de la qualité des données est absolument indispensable pour que le passage à la déclaration sociale nominative se passe le plus simplement possible. Dans les conseils qu'on vous donne, transmettez les DSN au plus tôt, mettez-vous en conditions réelles, c'est-à-dire que la paye doit être déposée mois par mois, et puis on vous invite à prendre en compte les retours et les améliorations qu'on vous propose, de façon à ce que quand vous allez passer en réel, c'est-à-dire que vous allez transmettre en réel les éléments, ce soit bon du premier coup. Petite précision, quand vous êtes en test ou quand vous êtes dans le pilote, vous devez continuer à faire les anciennes déclarations en double commande. Vous devez les faire en même temps. Il n'y a qu'à partir du moment où, au 1er janvier d'une année, vous entrez officiellement en DSN et ce qu'on appelle en production DSN, que les autres déclarations sont suspendues. Elles sont suspendues, par exemple, pour ce qui est l'assurance maladie ou pour ce qui est de Pôle emploi, sont suspendues à partir du moment où il y a suffisamment de déclarations sociales nominatives pour que les données qui sont nécessaires à l'établissement de ces déclarations soient déjà transmises. Vous avez ensuite les enjeux pour l'établissement, avec la nécessité de mobiliser l'équipe dirigeante. C'est indispensable, effectivement, que, aussi bien au niveau des élus qu'au niveau de la direction générale des services, ou en fonction de la forme de votre établissement, les directions les plus hautes soient mobilisées sur le sujet. On vous invite à intégrer la déclaration sociale nominative dans la roadmap, et donc dans le mode de fonctionnement de votre système d'information, parce que c'est de toute façon un outil dématérialisé informatique qui nécessite de se glisser au milieu de ces outils. Et puis, on vous demande d'être le plus attentif possible à la qualité des données, parce qu'une donnée de qualité permet d'avoir une bonne affectation sur les bons agents des droits auxquels elles ouvrent, et auxquels les cotisations donnent effectivement la capacité de les avoir, et d'avoir le minimum de changements à faire derrière. Les enseignements que le centre de gestion nous avait donnés, c'est que le gain de temps et de simplification, parce que toutes les déclarations se font en une seule fois, effectivement, il y a 26 déclarations qui sont remplacées. Une fois que le processus est maîtrisé, on arrive, alors nous on appelle ça la DSN presse-bouton. Ça veut dire qu'effectivement, la seule chose à faire pour faire une DSN, quand les choses sont les plus correctes possibles, que les données sont bonnes et que la paye est la plus proche de la réalité possible, la DSN, il suffit d'appuyer sur le bouton envoi pour que soit le fichier soit créé et que vous n'ayez plus qu'à le déposer, soit que le fichier soit transmis dans le système. L'intégration, elle est beaucoup plus simple des régularisations. Une erreur ou une anomalie constatée et relevée en DSN, une fois qu'elle est corrigée, elle ne se produit plus.
vous n'avez plus ce type de souci-là. Et puis, bien évidemment, ben, quand on a une déclaration au lieu de 26, une saisie au lieu de 26, on diminue les sources d'erreurs et les interventions humaines sont bien évidemment plus calmes. Il donnait en exemple, par exemple, qu'une personne, en 3 jours, faisait les 48 DSN. Et bien évidemment, à terme, il n'y aura plus à faire de DASU puisque le travail qui vous est demandé en fin d'année pour fabriquer la DASU, parce que la DASU ne servait qu'à ça, hein, la DASU servait à rendre nominatif l'ensemble des cotisations qui avaient été versées et du coup de valider les droits qui étaient ouverts et qui du coup étaient reconduits pour une année, que ce soit au niveau de l'assurance maladie ou des mutuelles ou autres. Dans les axes d'amélioration, mais c'était ceux de début d'année 2020. Depuis, on a continué à faire évoluer la DSN. Donc, il y avait effectivement des CRM complets, une demande de CRM complet de CNRACL et IRCantec. On n'avait pas tous les éléments qui remontaient dans le tableau de bord DSN. Depuis, ça a été corrigé. Et puis, l'extension des périmètres au signalement arrêt de travail, on avait mis à l'étude côté projet. C'est prévu pour le 1er janvier 2022. À partir du 1er janvier 2022, et sous couvert que vous ayez déposé 3 DSN, donc pour ceux qui rentrent dans l'assurance, dans la DSN au 1er janvier 2022, au mois de mai 2022, le 5 mai 2022 pour la DSN d'avril. À partir de la DSN d'avril, vous pourrez faire les signalements d'arrêt maladie ou les signalements de fin de contrat de travail pour les nouveaux contrats, sans avoir à rétablir les DSIJ ou les attestations employeurs. Voilà, ici se termine le support que je vous propose aujourd'hui. J'ai bien vu, alors soit parce que l'outil ne fonctionne pas, soit parce que c'était trop précis. Il n'y a pas de questions particulières. Donc, sauf si vous souhaitez en poser dès maintenant et que l'outil reste à votre disposition. Sinon, il me reste à vous remercier pour votre attention, à vous dire que le webinaire va être disponible en replay d'ici quelques minutes, que le lien pour télécharger le support est disponible dans le petit nuage qui est à droite et qui va vous permettre de le faire, et que les interlocuteurs que vous connaissez déjà de la sécurité sociale, donc de la CEPAM ou et me revoilà, que les interlocuteurs que vous avez de l'URSSAF ou de la CEPAM sont à votre disposition pour vous accompagner, répondre aux questions mais qui leur reviennent et éventuellement transmettre soit aux éditeurs, soit auprès du groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, donc le CHIP MDS et Net Entreprise plus particulièrement, les questions ou les attentes que vous pourriez exprimer. Je n'aurai peut-être pas la chance de vous recroiser d'ici la fin de l'année, donc je me permets de vous souhaiter au nom de tout le comité régional Net Entreprise de Champagne-Ardenne qui a organisé cette réunion, au nom du GIV et puis en mon nom personnel, un souhait d'excellentes fêtes de fin d'année malgré la crise, une invitation à vraiment faire attention à vous, à protéger vos proches, à passer une belle journée, à vous remercier pour votre participation. Et à très bientôt. Au revoir.